Bonjour et bienvenue sur Raturix les gens, et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de la base à connaître qui portera sur ce sujet l'histoire de l'alphabet occidental. Bon alors là évidemment comme j'ai une excellente oui je vous entends au loin me dire c'est encore une vidéo sur le linguistique, nique ta mère. Alors déjà de 1 non il n'y a pas que des sujets linguistiques dans la LBAC, on peut citer par exemple mon premier épisode, l'histoire du maître, de 2 parce que vous n'êtes pas des masses à me proposer des sujets, ce qui fait que je ne fais confiance qu'en mes idées, de 3 le prochain épisode ne présentera pas non plus un sujet linguistique, et de 4 ceci n'a aucun sens puisque la vidéo n'est pas encore sortie vu que je suis en train de la tourner, donc je peux pas anticiper vos commentaires dessus. Ah oui, une dernière chose, je rappelle comme d'habitude que je ne suis ni linguiste ni historien, donc n'hésitez pas à me critiquer quant à la fiabilité du flot d'informations que je vous balance à la gueule, je me ferai un plaisir de me corriger par une petite annotation dégueulasse en haut à droite, surtout que cet épisode a été très compliqué à faire étant donné que j'ai dû prendre en compte pas mal de sources qui se contredisent toutes. Bon bref, ne perdons pas de temps, Jean-Claude, balance l'intro. C'est parti mon kiki. T'as rien trouvé de mieux ? Alors, c'est un très mauvais départ pour moi, mais étonnamment, on commence par du flou. Pourquoi du flou? Eh bien simplement parce qu'il faut encore définir qu'est-ce que c'est quoi l'écriture. Certaines personnes qualifieraient même la rupestre, née environ en moins 40 000, comme la première forme d'écriture. Et comme je n'ai pas du tout envie de faire le juge en épiant toutes les sources qu'on peut trouver sur le net et ailleurs, on va commencer par un truc simple. Tout commence en Mésopotamie, plus précisément dans la cité d'Uruk et de Lagash au 7e millénaire avant notre ère. Là, vu que les sciences, les mathématiques ou encore l'ingénierie commencent tout doucement à se développer, il y a de plus en plus d'informations à retenir. Ce qui fait que, comme on s'appelle pas tous Jonas Van Essen, c'était pas drôle, il a fallu trouver un nouveau système pour fixer les connaissances des hommes. Les Mésopotamiens inventèrent donc une écriture, très rudimentaire certes, mais très importante puisque son invention marque la fin de la préhistoire et le début de l'Antiquité, donc de l'histoire. Pas mal d'historiens s'accordent sur le fait que l'invention de l'écriture est sûrement le fait le plus important de l'histoire de l'humanité. C'est à partir de là que l'être humain a pu fixer ses connaissances, donc les transmettre et donc à long terme se rendre plus intelligent. Si l'écriture n'avait jamais été inventée, nous vivrions sûrement encore comme à l'âge de pierre. Les Mésopotamiens utilisaient donc des roseaux taillés en pointe appelés calams afin de tracer des signes sur des tablettes d'argile. Ces signes appelés pictogrammes faisaient partie d'une écriture plutôt simple mais très diversifiée puisque chaque symbole désignait un mot ou un concept. Il y avait ainsi environ 1500 pictogrammes, et lorsque les Mésopotamiens avaient besoin d'écrire un mot plus compliqué, ils alignaient 2 pictogrammes et on avait ainsi un idéogramme. Les pictogrammes et les idéogrammes forment donc la première véritable écriture au monde telle qu'on la connaît. Peu à peu, en Mésopotamie, les pictogrammes et idéogrammes vont disparaître, enfin plutôt évoluer et laisser place à une nouvelle écriture, l'écriture cunéiforme. Tout d'abord, les Mésopotamiens, qu'on appelle maintenant Sumériens, vont prendre l'habitude de tailler leur calame en biseau, ce qui va permettre d'être plus précis dans l'écriture. Ils laissent tomber les symboles pour aller vers de simples traits en forme de clou. C'est d'ailleurs de là que vient le nom cunéiforme, du latin cuneus qui signifie clou ou coin et forma qui veut dire forme. Perspicacité. Cette écriture comprenait beaucoup moins de signes que son ancêtre, environ 600, et fonctionnait différemment des écritures actuelles. En effet, contrairement à l'écriture latine, donc française par exemple, qui possède des signes qui individuellement ne veulent rien dire le plus souvent, mais qui une fois assemblés forment des mots, à l'écriture maya qui possède un signe pour chaque syllabe, ou à l'écriture chinoise qui possède un signe par mot. L'écriture cunéiforme, c'est bizarre parce qu'en fait ils ont un signe par mot, mais si on met 2 mots ensemble qui forment un mot correct phonétiquement, c'est correct. Camoulox ? Bravo, bien joué Gilles. Bon, je pense pas être très clair, donc on va prendre un exemple. Imaginons qu'à la place du cunéiforme, on a la langue française, qu'on s'exprime par écrit non pas avec des lettres, mais avec des signes. Et imaginons qu'il y a un signe qui veut dire chat et un signe qui veut dire peau. Eh bien, si vous mettez ces 2 signes ensemble, vous allez obtenir le mot chapeau. Et oui, vous l'avez compris, l'écriture cunéiforme est donc l'ancêtre du rébus. Enfin bon, c'est pas vraiment leur ancêtre, c'est plutôt une espèce de...
Et c'est là que ça commence à être un peu plus complexe. Ah, parce que ça l'était pas déjà? Ta gueule, à partir de moins 5000, énormément d'écritures et d'alphabets vont commencer à popper un peu partout. Ces écritures servaient à fixer la langue de ses locuteurs et se développent surtout au Moyen-Orient, comme les hiéroglyphes égyptiens ou l'écriture cursive par exemple, mais aussi en Asie, comme les premières traces d'écriture en Chine. Entre autres, il y a un alphabet dont on n'a pas encore parlé, mais qui pourtant va être très important. Développé vers moins 4000, l'écriture crétoise utilisait l'alphabet phénicien, écriture donc qu'utilisait la civilisation minoenne. Oui, la même civilisation minoenne dont on pense qu'elle pourrait être à l'origine du mythe de l'Atlantide. Rien que ça. Cette écriture est encore très différente de la nôtre vu qu'ils utilisaient un signe par syllabe comme les Mayas et non un signe par son comme nous le faisons. Même si ça commence un peu à se rapprocher de ce qu'on connaît. Cette écriture, plus précisément une écriture qu'on appelait la linéaire A, encore non déchiffrée, se développe premièrement en Crète, plus précisément dans la cité de Knossos. Alors encore une chose à l'époque, vu que très peu de gens écrivaient ou lisaient, il y avait quasiment autant de façons d'écrire que d'auteurs, ce qui évidemment rend le déchiffrage plutôt difficile. Certains écrivaient de gauche à droite, d'autres de droite à gauche, d'autres encore de haut en bas en spirale en boustrophédon, bref c'était compliqué. Un peu plus tard apparaît également la linéaire B, déchiffrée, elle est utilisée non pas en Crète mais un peu plus au nord, à Mycène, une cité tout aussi important. Un peu plus tard, une flopée de langues et d'écritures s'apparentant au linéaire, avec une orthographe légèrement différente, commence à apparaître en Grèce et pour certaines inspirée de l'alphabet phénicien. Le dorien, l'éolien, le grec nord-occidental, l'arcado-chypriote, l'ionien, l'archéen, mais on va surtout parler de l'attique, écriture et langue parlée dans la région du même nom. L'attique, la langue, est aussi appelée grec ancien. Elle est très importante puisque c'est elle que parlaient Homère, Socrate, Platon, Périclès, Hippocrate, mais surtout pas Léonidas. Bref, plein de noms qui doivent vous être familiers. L'écriture de cette langue est nettement plus familière aux langues actuelles. Il y a des voyelles, des consonnes, des accents, etc. Les siècles passent et l'écriture grecque commence à se répandre doucement. Les Celtes par exemple, et surtout pas les Gaulois, utilisent leur propre langue, mais pour l'écriture utilisent l'alphabet grec entre guillemets. Aussi, celui-ci a également inspiré pas mal de nouvelles écritures, comme l'étrusque par exemple. L'étrusque, en effet, contrairement à son ancêtre le grec, se popularise beaucoup plus rapidement et commence à se parler beaucoup plus loin, tellement qu'il arrive jusqu'en Italie. Alors, tous les peuples italiens se mettent à utiliser l'alphabet étrusque, dont un tout petit peuple à peine sorti de l'œuf qui s'appelle Rome. Ces peuples remettent l'étrusque à leur sauce pour donner quelques siècles plus tard l'alphabet latin. Cet alphabet est très proche de l'alphabet grec, certaines lettres ne changent presque pas, comme la lettre alpha qui a donné la lettre A, le bêta qui devient B, le kappa qui devient entre autres K. Mais il y a aussi quand même eu pas mal de modifications. Les lettres phi et psi qui se prononçaient fe et pse ont par exemple totalement disparu dans leur forme d'origine. Il va encore évoluer au fil des siècles pour finalement donner l'alphabet trajan, alphabet qui est utilisé entre autres sur les inscriptions de la colonne Trajane, construite sous les ordres de l'empereur Trajan, non. Je ne vous l'ai pas encore dit, mais je suis sûr que vous l'avez deviné, l'alphabet latin est donc l'alphabet que nous utilisons encore de nos jours, nous occidentaux. Enfin, du 2e au 21e siècle, il y a quand même eu pas mal de modifications, en tout cas de notre côté. Comme par exemple l'ajout de la cédille au 9e siècle, ou encore l'ajout de la lettre W qui, malgré le fait qu'elle soit utilisée depuis le Moyen-Âge dans certains patois tels que le wallon, comprend un truc au lieu de pot, il n'est officiellement ajouté au dictionnaire français qu'après 1935. Évidemment, il y a quelques variantes au niveau de la langue, comme le S7 qui n'est utilisé qu'en allemand. Mais n'oublions pas que l'alphabet latin n'est pas le seul utilisé dans le monde. Il y a l'alphabet arabe, l'alphabet grec moderne, l'alphabet russe, le chinois écrit, l'hiragana ou le katakana au Japon, le hangul ou alphabet coréen, enfin bref, il y en a beaucoup. Et c'est ainsi qu'en 8 000 ans d'évolution, notre alphabet nous est parvenu tel qu'il est aujourd'hui. Des pictogrammes au cunéiforme, puis les linéaires, le grec, l'étrusque, le latin jusqu'à l'alphabet français. Enfin français, belge, suisse, québécois, nique ta mère. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous l'avez appréciée, vous pouvez aller voir ces quelques documentaires qui approfondissent assez le sujet traité ici. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des suggestions en commentaire, laissez un j'aime et partagez la vidéo. Comme ça vous faites découvrir la chaîne à d'autres gens, et aussi je gagne encore plus de thunes. Petite dédicace à ces gens-là, parce que oui, depuis que j'ai fait une petite dédiée à Valou dans Le Saviez-vous 7, vous avez été plein à me demander de faire pareil. Mais bon, après tout, pourquoi pas. Par contre, après ça, arrêtez de me faire chier. Aussi, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à toutes ces chaînes-là, ce sont des gros coups de cœur pour moi en ce moment. Oui, c'est de la pub et je l'assume. C'est le bordel pour le moment sur YouTube et s'entraider entre petits et gros créateurs, même si c'est à sens unique et pour ainsi dire indispensable. Et je ferai ça à chaque fin de vidéo dorénavant. Bref, on se retrouve l'année prochaine à la date variable marquée ici pour une prochaine vidéo. Bonne année 2017 les gens, c'était Raturix pour vous servir, Gibon!